bien, bonsoir. Bienvenue à l'Institut Pasteur, à ces conférences de 5 à 7. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on va peut-être commencer avec ça pour vous informer que la semaine prochaine, c'est la semaine mondiale de la vaccination. Et donc, c'est pour ça qu'on pensait que la conférence d'aujourd'hui, c'était bien approprié de vous parler des vaccinations, d'autant plus que c'est un problème, c'est les vaccinations, l'acceptation de la vaccination est de plus en plus un problème. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait qu'on ne connaît pas assez bien les vaccins. On ne sait pas très bien si ça marche, à quoi ça sert, est-ce que c'est dangereux, comment c'est produit. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème aujourd'hui, pour vous montrer le long chemin. J'espère qu'il ne va pas faire ça toutes les 2 minutes. Le long chemin du développement d'un vaccin, en fait, plus largement, le long chemin de tout le développement de la vaccination depuis les débuts. Alors, je pense que dans le domaine, dans le monde médical, on est unanime pour dire que les vaccins sont les meilleures mesures de santé publique jamais inventées ou jamais créées. Il n'y a aucune action de santé publique qui est aussi efficace pour lutter contre les maladies que la vaccination. Et même économiquement, l'homme le plus riche du monde, qui s'appelle Bill Gates, qui est américain et qui parle par conséquent anglais, c'est pour ça que cette phrase est en anglais, indique que les vaccins sont une des meilleurs investissements pour l'avenir, parce que les personnes en bonne santé sont les personnes qui sont les vrais moteurs de l'économie florissante. Donc c'est uniquement quand on est en bonne santé qu'on va pouvoir travailler correctement et qu'on va pouvoir mener l'économie florissante qu'on voudrait avoir. Alors, pour vous donner un exemple de l'efficacité, comme on dit en anglais, effectiveness, qui se traduit en efficacité en français, de la vaccination, c'est la diphtérie. La diphtérie en Angleterre, au Royaume-Uni, vous voyez, avant la vaccination, dans les années 30, vous avez à peu près 10% de personnes qui attrapaient la diphtérie à l'époque, chez les enfants essentiellement. Et ça a chuté drastiquement. En moins de 10 ans, la diphtérie au Royaume-Uni a quasiment disparu. Et c'est grâce uniquement à la vaccination. Donc vous voyez, quand même, c'est une mesure de santé publique qui est assez efficace. Mais, comme je vous ai dit, il y a des problèmes. Et les problèmes, c'est l'acceptation de la vaccination. Donc la confiance qu'on peut avoir dans la vaccination. Là, vous avez la carte mondiale. Et vous voyez différents pays dans lesquels on a fait des enquêtes, il y a maintenant 1 an, pour voir comment les gens acceptent la vaccination. La question ici qui était posée, est-ce que la vaccination est dangereuse ou est-ce que la vaccination est sûre? Et plus c'est blanc, plus c'est clair, plus les pays estiment qu'en effet la vaccination est sûre. Et plus c'est rouge, voire brun, plus on estime que la vaccination n'est pas sûre. Et qu'est-ce qui sort de cette carte? Un beau pays que vous connaissez peut-être, là au milieu, c'est la France. Donc c'est la France qui est en fait la lanterne rouge, voire même brune, pour l'acceptation de la vaccination. Et dans la diapositive suivante, on a posé 2 questions différentes. Est-ce que les vaccins sont sûrs? Est-ce que les vaccins sont efficaces? Et là, je ne prends que des pays européens, comme vous voyez ici. Et vous voyez la France, là, eh bien, presque 50% des personnes demandées estiment que les vaccins ne sont pas sûrs. Et elle est très bas aussi, pas complètement la lanterne rouge ici, aussi pour dire qu'il y a très peu de gens qui pensent relativement peu de gens qui pensent que la vaccination est efficace. Et donc si on fait un modèle mathématique, on combine la sûreté et l'efficacité, vous voyez ça. Donc ça veut dire que la France est vraiment en tête de la méfiance vaccinale. C'est quand même curieux parce que c'est quand même en France que Louis Pasteur a travaillé. C'est quand même en France que la vaccination ou les vaccins étaient un sujet de travail et de développement assez considérable. Alors, un petit historique sur la vaccination. On pense qu'elle a commencé au Xe siècle, voire même avant, en Chine, et en particulier pour vacciner contre la variole. Donc c'est une infection virale assez grave et qui entraîne la mort.
donc il peut entraîner la mort. Et les Chinois s'est déjà rendu compte qu'il y avait une maladie assez semblable chez les bovins, la variole bovine, si vous voulez, et ça se traduit par des pustules sur la peau des bovins. Et il faisait de ces pustules, il les extrayait, il faisait un aérosol, et donc en fait il se mettait sous un seau d'eau avec ces pustules, avec un linge au-dessus, il se faisait vacciner par aérosolation contre la variole, et ça marchait assez bien. Donc c'était en Chine dans le Xe siècle, et il a fallu 700-800 ans avant qu'on prenne connaissance de cette pratique chinoise, et c'est en fait Lady Montagu, qui je pense était à l'époque la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, à Istanbul, qui en fait s'est rendu compte que les Chinois se faisaient vacciner comme ça. Donc en fait, elle a introduit la vaccination pour la première fois en Europe, si on peut dire que Constantinople est en Europe. Quelques années plus tard, un médecin anglais, Edward Jenner, a pris en fait cette méthode et l'a transformée un peu dans le sens où il ne faisait pas de la vaccination par aérosol, mais il faisait de la vaccination de la variole de bras à bras. Donc on touchait en fait le bras dans lequel il y avait une variolisation en fait avec la variole bovine, et un autre enfant touchait le bras pour se frotter contre ce bras-là, et c'est comme ça qu'on se vaccinait de bras à bras, d'enfant en enfant. Donc avec la variole bovine. Mais évidemment, ça, c'était pas sans risque, parce qu'en se frottant comme ça, on se frottait aussi à l'autre bras qui portait éventuellement des maladies. Et notamment une des maladies qu'on pouvait transmettre aussi comme ça, c'était la syphilis. Donc on avait un risque de transfert de pathologie. Et donc, comme je vous ai dit, Jenner inoculait un jeune garçon avec des pustules de variole de vache, variola vaccae en latin, donc d'une personne infectée. Et on découvrait quand même au milieu du XIXe siècle qu'en traitant en fait ces pustules avec de la glycérine, on réduisait le risque de contamination et de transmission d'autres maladies comme la syphilis par cette méthode bras à bras. Donc on avait déjà un processus qui était amélioré et qui diminuait les effets secondaires. Les essais de vaccination par une méthode similaire contre d'autres maladies contagieuses. On a évidemment essayé aussi d'autres maladies comme la syphilis elle-même, la lèpre, la peste, le paludisme et d'autres. Eh bien, ça ne marchait pas. Donc, apparemment, ça ne marchait qu'avec la variole pour vacciner de bras à bras. Mais la vaccination contre la variole induisait quelques effets secondaires, mais protégeait quand même très bien contre la variole qui tuait chaque année à peu près 10% de la population. Donc, il faut se mettre dans ce contexte-là. D'accord ? Mais ça nous amène à un premier grand concept qui est vraiment important de garder en tête, et c'est peut-être cette phrase-là qui est la plus importante de tout mon exposé. Après ça, vous pouvez dormir. C'est qu'on a toujours le même problème qui est de trouver l'équilibre entre le danger de la maladie et le danger, entre guillemets, de la vaccination. D'accord ? Ça, c'est toujours le point délicat. Alors, pour vous illustrer ce que je veux dire par là, on prend l'exemple de la rougeole. On sait que si un sujet est infecté par le virus de la rougeole, il a une chance sur 20 de développer une pneumonie, ce qui est quand même pas très agréable. Il a une chance sur 2000 d'attraper une encéphalite, et il a une chance sur 3000 d'en mourir. Donc ça, c'est le risque de la maladie. Si vous prenez le risque de la vaccination par ce fameux vaccin RER, eh bien vous avez une chance sur 1 million de développer une encéphalite ou une allergie sévère, on va dire. Et encore, une fois sur 1 million sont des chiffres quand même tellement faibles qu'on n'est même pas sûr que les encéphalites ou les réactions allergiques sont vraiment liées au vaccin. C'est peut-être une coïncidence temporelle. On ne sait pas. D'accord ? Mais en tout cas, vous voyez que le risque par rapport ici est considérablement plus bas. Donc ça veut dire que le vaccin, dans le cas de la rougeole, a un meilleur rapport bénéfice-risque. Donc ce n'est pas très raisonnable de ne pas vacciner avec le vaccin de la rougeole. Un autre exemple pour vous montrer l'importance de la vaccination en santé publique, c'est l'exemple de la coqueluche en Suède. Donc la coqueluche, avant la vaccination, au début du XXe siècle, elle vient en cycle, comme ça, vous voyez. Hein, on peut arriver jusqu'à 250 cas sur 100 000 habitants. Donc elle vient en cycle, tous les 3 à 4 ans.
Et puis, on a introduit la vaccination ici. Et vous voyez, hop, ça diminue très rapidement, enfin relativement rapidement. Au bout de 20 ans, on est presque à zéro, mais pas complètement à zéro. On n'a jamais réussi à éliminer la coqueluche dans aucun pays. Les Suédois ont arrêté la vaccination parce qu'ils estimaient que ce n'était pas assez efficace. Ils estimaient que maintenant la coqueluche était suffisamment bien contrôlée. Et surtout parce que les vaccins qu'on utilisait à l'époque avaient des effets secondaires qui étaient difficiles à accepter par les parents et par les pédiatres, moins par les enfants d'ailleurs. Donc ils ont arrêté la vaccination et vous voyez, hop, immédiatement la coqueluche revient avec le même cycle. Puis ils se sont rendus compte quand même, il faut quand même faire quelque chose. Donc il y avait un nouveau vaccin, ça vous voyez, c'est le DTAP, ici c'est le DTWP, le AP qui donnait moins d'effets secondaires. On l'a introduit en Suède et immédiatement on a une chute de nouveau de la coqueluche. Okay. Donc vous voyez bien que dans la vie réelle, en fait, l'impact de la vaccination sur une maladie ciblée comme la coqueluche ou comme la rougeole. Alors, je vous ai dit que dans beaucoup de pays, et en particulier en France, on a pas mal de résistance à la vaccination. Donc on peut se poser la question pourquoi. Alors on a en fait deux types de résistance. On a, on va dire, les sceptiques, c'est-à-dire les gens, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me faire vacciner? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Donc en fait, c'est des gens qui souhaitent discuter, qui souhaitent avoir plus d'informations pour savoir quelle est la stratégie de vaccination dans un pays, dans une région, pour moi, pour mes enfants. Quelle est l'efficacité du vaccin? Est-ce que le vaccin qu'on va me proposer est vraiment un vaccin efficace? Est-ce qu'il est suffisamment efficace à mon goût? Et quels sont les effets secondaires? Est-ce qu'il est suffisamment sûr? D'accord? Donc, c'est des questions tout à fait légitimes. Et je pense que là, en tant que médecin ou en tant que scientifique, il y a une grande responsabilité du domaine scientifique, du domaine médical, d'informer les gens qui sont dans ce groupe de sceptiques. Et c'est la large majorité en France. Il y a une minorité de gens, y compris en France, qui sont des opposés. Donc les gens qui sont farouchement opposés à la vaccination, qui ont toutes sortes de raisons pour ça, qui peuvent être religieux, qui peuvent être économiques, qui peuvent n'importe quoi. Et ça, c'est évidemment des gens qui sont beaucoup plus difficiles à convaincre. Disons, le point positif pour ça, c'est que ça ne correspond qu'à peu près à 5% des résistants. La majorité sont des sceptiques, donc là, il y a en effet quelque chose à faire. Et ces opposés, eh bien, ils ont plusieurs motifs. Et en fait, le seul argument pour les faire changer d'avis, c'est vraiment leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur, que ce n'est pas contre la religion, que ce n'est pas basé sur l'argent, que ça ne viole pas en fait les droits de la liberté individuelle, et c'est un acte de protection de soi-même et un acte sociétal de protection de la société également. D'accord ? Mais ils sont plus difficiles à convaincre. Évidemment, même s'ils sont plus difficiles à convaincre, c'est ceux-là qui en généralement font le plus gros bruit dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. D'accord ? Continuons un petit peu l'histoire. Donc je vous ai dit, 1798, Jenner fait la vaccination de la variole de bras à bras. Et quelques années plus tard, enfin un siècle plus tard plutôt, Louis Pasteur en fait introduit la deuxième génération de la vaccination. Donc il a développé d'abord un vaccin contre Pasteurella, c'est logique, hein, qui en fait est l'agent du choléra des poules. Et ensuite, Bacillus anthracis, qui est en fait l'agent du charbon. Donc, il a développé des vaccins contre ceux-là. Et le premier vaccin vraiment utilisé chez l'homme était le vaccin contre la rage. Et ça, cette image-ci, c'est ce garçon-là, un Strasbourgeois, qui s'appelle Meister, Joseph Meister, qui était mordu par un chien enragé et qui normalement aurait dû attraper la rage. Il s'est fait vacciner par Louis Pasteur, en fait pas vraiment par Louis Pasteur parce que Pasteur n'était pas un médecin, mais par le médecin ici, avec le vaccin Pasteur, et il n'a pas eu la rage. Et par reconnaissance à Louis Pasteur, Joseph Meister restait à l'Institut Pasteur jusqu'à la fin de sa vie en tant que travailleur de l'Institut Pasteur de fidélité. Donc Pasteur, en fait, un siècle après Jenner, développe la première théorie générale de la vaccination. Donc qu'est-ce qu'il dit, Pasteur? Il dit qu'un organisme peut se défendre contre une infection s'il a préalablement été inoculé avec un germe à virulence réduite obtenu par diverses techniques. D'accord? Donc ça, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il faut déjà que l'organisme
qui veut se défendre contre un agent infectieux ait déjà vu quelque part quelque chose qui ressemble à cet agent infectieux. C'est-à-dire que la vaccination est basée sur le concept qu'une immunité est induite par quelque chose qui ressemble aux germes dangereux. Évidemment, on ne peut pas donner les germes dangereux, donc c'est pour ça qu'il faut l'inoculer avec un germe à virulence réduite. Et donc c'était ça tout le processus de la rage. Louis Pasteur, évidemment, a cultivé le virus de la rage sans savoir que c'était un virus. À l'époque, on ne connaissait pas encore les virus. Et il l'a atténué par différents passages sur des moelles séchées de lapins, par exemple. Et ça atténuait tellement la virulence qu'on pouvait en fait l'utiliser comme vaccin qui protégeait contre la rage sans donner la rage. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la première génération des vaccins. D'ailleurs, le virus de la variole, c'est pareil. Le virus de la variole chez la vache est beaucoup moins virulent que le virus de la variole humaine. Ensuite, au début du XXe siècle, on avait Behring et Kitsato qui ont découvert, si vous voulez, l'antisérum. Dans le cas de la diphtérie, ils ont injecté des produits de la bactérie de la diphtérie, qu'on appelle la toxine diphtérique, à des chevaux. Et ces chevaux étaient capables, et ne développaient pas la diphtérie, parce que le cheval n'est pas très sensible à la diphtérie, mais étaient capables d'induire beaucoup d'antisérum, des litres d'antisérum, qui étaient utilisés au début du XXe siècle pour protéger les gens contre la diphtérie. L'Institut Pasteur de Lille, d'ailleurs, a été créé par Louis Pasteur, justement pour produire de l'antisérum antitoxine diphtérique, parce que la diphtérie était un gros problème dans le Nord à l'époque. Et en adoptant, en fait, en installant ici des étables avec des chevaux, le premier directeur, qui était Albert Calmette, produisait de l'antisérum antidiphtérique pour traiter les gens de la région. Plus tard, de nouveau, Institut Pasteur de Lille, Calmette et Guérin développe le BCG. Le BCG qui a été développé entre 1908 et 1921, pour la première fois administré à un enfant en 1921, qui l'a protégé contre la tuberculose. Le BCG est un vaccin contre la tuberculose qui a été développé également ici par le même principe d'atténuation, c'est-à-dire le germe virulent au départ bovin a été passé plusieurs fois pour le rendre complètement avirulent et pour pouvoir l'utiliser comme vaccin contre la tuberculose. C'est encore aujourd'hui le seul vaccin contre la tuberculose qui est utilisé dans le monde, et c'est probablement le vaccin qui a été le plus utilisé dans le monde aujourd'hui. Un peu plus tard, Ramon a trouvé un truc pour prendre la toxine diphtérique et lui enlever la toxicité. D'accord ? Ce qu'on appelle la détoxification. Et je vous montre dans la diapositive suivante le principe. Si vous avez ici, par exemple, la toxine diphtérique produite par le bacille de la diphtérie, eh bien, il a des parties qui sont toxiques et puis il a d'autres parties qui sont plutôt là pour induire une bonne protection immunitaire. Donc, il y a des procédures chimiques, et aujourd'hui, on peut carrément le faire avec des outils modernes qui sont la modification génétique du génome. Eh bien, on peut enlever la partie rouge, là, vous voyez, qui n'est plus toxique, et on garde la partie bleue qui est toujours importante pour induire la protection. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les toxoïdes ou les toxines détoxifiées. Et donc, les vaccins contre la diphtérie, les vaccins contre le tétanos sont basés sur ce principe-là, par exemple. Alors, ce qui est très important aussi au milieu du XXe siècle, c'est des grandes organisations internationales. Donc, en 1945, la création des Nations Unies, l'UNICEF en 1946 et l'OMS en 1948. Et donc, toutes ces organisations internationales dans lesquelles participent plusieurs gouvernements, eh bien, tous ces gouvernements s'engagent à répondre aux besoins sanitaires de base des populations du monde et spécialement des enfants. Donc c'est là qu'on a commencé à prendre la mesure en fait de la vaccination de la jeune enfance, des jeunes enfants contre les vaccins qui dans les années 50, 40, 50 étaient disponibles. D'accord ? Alors ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à un succès spectaculaire, je trouve. C'est-à-dire que pour la première fois, et jusque maintenant pour la seule fois, on a carrément réussi à éliminer une maladie de la planète. Et la maladie qu'on a réussi à éliminer, c'est la variole, cette fameuse variole de Jenner. D'accord ? Ici, c'est une photo de Ali Mao Malin, c'est un Somalien, qui est le dernier à avoir attrapé la variole de manière naturelle, bien sûr, en 1977.
En 83 années plus tard, 21 ans après le début de la campagne mondiale d'éradication de la variole, l'Assemblée mondiale de la santé a déclaré officiellement que la variole a disparu de la planète. Donc, c'est la première maladie jamais éradiquée de la planète et c'est grâce à des vaccins. Donc, vous voyez quand même le vaccin, en effet, sur la santé publique qui n'est pas négligeable. Deuxième cible d'éradication, c'est polio. Alors, en 1909, Landsteiner et Popper ont trouvé l'agent de la polio, de la poliomyélite. Et c'est un virus qu'on voit ici en microscope électronique, d'accord ? À partir du moment que c'était un virus, on avait un espoir, avec ce qu'on connaissait maintenant jusque dans les années 50, de pouvoir développer un vaccin. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que le président, qui n'était pas encore président à l'époque, Roosevelt, qui était futur président, attrapait la polio à l'âge de 39 ans en 1921. Et 6 années plus tard, il crée un centre moderne de rééducation à Warm Springs, donc pour les enfants qui ont la polio. Depuis lors, il a toujours été très très intéressé par le combat contre la polio. Les premiers vaccins qui ont été développés par d'un côté Salk et d'autre côté Sabin, deux chercheurs américains. Premier en 1954 contre la polio, qui est un vaccin polio inactivé, injectable par Salk. Et un deuxième vaccin en 1957, qui est un vaccin polio oral inactivé par Sabin. Donc je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns se souviennent du petit sucre sur lequel on mettait une petite goutte de polio, on mettait dans la bouche, on disait que voilà, la polio c'est sûr, mais le vaccin c'est plutôt bon goût, quoi. Donc ça c'était le polio de Sabin. En 1938, le président Roosevelt, qui est maintenant devenu président, a créé ce qu'on appelle The March of Dime. Donc, il y avait la polio épidémique aux États-Unis et il participe à la création d'une fondation privée qui est la Fondation nationale de la paralysie des enfants. Et à travers ça, bien sûr, une grande campagne de vaccination. En 1990, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement, on assiste au traité des droits de l'enfant avec une couverture vaccinale mondiale finalement qui arrive à atteindre 80%. Donc en 1990, la Convention relative aux droits des enfants, incluant le droit des soins de santé, entre en vigueur. Donc ça comprend bien sûr les vaccinations. Donc la couverture vaccinale contre les 6 maladies de l'enfance les plus fréquentes pour les enfants de moins de 2 ans passe de 20% à 80%. Et a sauvé 2,5 millions d'enfants rien qu'en 1990. D'accord ? Quels sont les résultats pour la polio ? En 1988, le début de la campagne de vaccination, d'éradication mondiale de la polio. 6 ans plus tard, éradication officielle de la polio dans les Amériques, à la fois en Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc depuis 1994, il n'y a plus de polio dans le continent américain. 1995, dernier cas de polio en Chine. Depuis lors, plus de polio en Chine non plus. 1996, Mandela lance la campagne d'éradication de la polio en Afrique. Donc ça prend un peu plus de temps. 17-18, les derniers cas de polio en Europe et dans la région du Pacifique. 99, l'Inde vaccine 150 millions de personnes et le nombre de cas nouveaux tombe à 20 000 dans le monde. Donc on a drastiquement chuté le nombre de cas dans le monde. En 2000, 550 millions de personnes ont été vaccinées et le nombre de nouveaux cas est tombé à 2 979 cas. 2001, le nombre de nouveaux cas tombe en dessous de 500. Donc ça représente 99,9% de réduction de la polio depuis l'introduction de la vaccination mondiale contre la polio. Problème qu'on a, c'est une resurgence du nombre de cas de polio en 2002, un an plus tard. On est passé près de nouveau presque à 2000 cas, passé de 500 à 2000 cas en un an. Et les causes sont des épidémies essentiellement en Inde et au Nigeria. Et quelquefois, c'est lié tout simplement à des volontés politiques qui disent que les vaccins contre la polio, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est introduit par les capitalistes, et nous, on n'en veut pas. Donc, immédiatement, vous avez une recrudescence de polio. Vous voyez ?
Ça, c'est la couverture vaccinale mondiale. Là, vous voyez, comme on a fait depuis 1980, un effort extrêmement important. On est passé de 20% à plus de 80%. Ça, c'est pour les vaccinations BCG, par exemple. C'est pour les vaccinations avec le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche. Un peu moins quand vous regardez ici les vaccins plus récents, comme les vaccins contre l'hépatite B ou contre Haemophilus de type B. Donc là, on a encore pas mal de travail à faire. Quelques exemples d'effets de la vaccination. Donc là, vous avez polio. Vous voyez la diminution de la polio on va dire une bonne dizaine d'années pour quasiment arriver à zéro. Ici, par exemple, aux États-Unis, enfin dans les Amériques. Pareil pour je ne sais plus laquelle c'est là. Voilà, donc on arrive presque à zéro ici. Ici, c'est la rougeole. Là, on a un peu plus de problèmes pour arriver vraiment à zéro. Ici, c'est les oreillons qui arrivent quasiment à zéro aussi. Donc, énormément d'exemples qui vous montrent l'impact de la vaccination en masse en très peu de temps, en quelque chose comme 10 années de temps. Un autre exemple, c'est avant et après campagne de vaccination. La variole est passée de 10 millions à zéro, comme je vous ai dit. La poliomyélite de 30 000, 40 000 aux États-Unis à 5 cas en 83 et puis rien du tout. La diphtérie en France de 45 000 à 0, on n'a plus de diphtérie en France. Le tétanos de 20 à 50 millions de cas dans le monde, maintenant on est à peu près à 500 000 cas maximum, quelque chose comme ça. Vous voyez les diminutions qui sont vraiment spectaculaires. Aujourd'hui, malheureusement, il nous reste quand même pas mal de maladies infectieuses encore. On estime qu'à peu près 17 millions d'enfants ou de personnes meurent chaque année d'une infection. Ça fait à peu près 25% de tous les cas de décès dans le monde. Chez les enfants, 4 millions d'enfants à peu près meurent d'une maladie infectieuse. Et là, je vous montre les causes principales de mortalité par infection chez les enfants. Vous voyez que la malaria, c'est la part majeure, avec des pneumonies à pneumocoque. Vous avez le VIH chez les enfants aussi, mais vous avez toujours la coqueluche, vous avez toujours le tétanos, vous avez toujours de l'hémophilus ou encore toujours la rougeole. D'accord ? Donc, quels sont les problèmes pour résoudre ? Quels sont les problèmes vraiment qui sont derrière tout ça ? Mais un des problèmes numéro un, c'est les difficultés d'atteindre une couverture vaccinale totale dans les populations à risque, et en particulier dans les pays en voie de développement. Et pourquoi c'est comme ça ? D'abord parce que les vaccins ont un coût relativement élevé. $30, on estime aux États-Unis, pour un enfant. Ça, c'est en 2005, ça n'a pas tellement changé. À $30, ça ne peut pas paraître beaucoup, mais pour un pays en développement, en Afrique, c'est quelquefois considérable. Nécessité d'administrer plusieurs doses de vaccins. Donc les vaccins diphtérie, tétanos, coqueluche, on les donne au moins 3 fois, à 1 ou 2 mois d'intervalle. Et ça, c'est quelquefois très difficile dans les pays en développement, parce que si on arrive à avoir les jeunes enfants une fois chez un médecin ou chez une infirmière, c'est très difficile de l'avoir une deuxième fois et encore plus difficile de l'avoir une troisième fois. Autre problème, c'est la stabilité des vaccins. Les pays en voie de développement sont souvent dans les climats très chauds. Donc, on a besoin en fait de la chaîne du froid. Et donc, c'est quelquefois un problème de maintenir les vaccins dans le frigo suffisamment longtemps pour pouvoir être efficace. La voie d'administration pose quelquefois un problème. Souvent, c'est donné par une seringue, des aiguilles. Et les aiguilles peuvent théoriquement être source de contamination, surtout si c'est des aiguilles qui ne sont pas à usage unique. Donc, chez nous, on utilise les aiguilles une seule fois, puis on les jette. Mais dans beaucoup de pays, on les réutilise d'une personne à une autre. Donc, ça permet aussi de transmettre des maladies. Okay. Donc, comme je vous ai dit, 2 à 3 millions, voire 4 millions meurent de maladies infectieuses. Et malgré le fait qu'on a des vaccins contre tout ceci, vous voyez qu'on a quand même encore à peu près 2 millions d'enfants qui meurent de rien que ces maladies-là. On a un vaccin contre la rougeole, contre l'hépatite, contre l'hémophilus, contre la coqueluche, le tétanos, la fièvre jaune et la diphtérie. Donc, c'est basé sur ce que je viens de vous dire là, la difficulté en fait d'atteindre les enfants avec une couverture suffisante. Deuxième problème, c'est qu'il y a des maladies pour lesquelles nous n'avons pas de vaccin efficace.
C'est des maladies émergentes, mais même des maladies non réémergentes. On se rend compte que même si on a des vaccins, eh bien, ils ont fait un énorme travail de diminuer l'incidence de la maladie, mais ils ne sont pas arrivés à complètement l'éliminer. D'accord ? Donc depuis 1980, il y a plus de 30 nouvelles maladies infectieuses qui ont émergé sur cette planète. Donc le VIH, qui n'était pas connu avant les années 80, et qui aujourd'hui, en fait, tue à peu près 1,5 million de personnes par an. Donc c'est, avec la tuberculose, la deuxième maladie la plus meurtrière d'infection, avec à peu près 60 millions de personnes infectées. Alors il n'y a encore aucun vaccin disponible contre des maladies parasitaires, qui sont quand même des gros problèmes, surtout dans les pays tropicaux, hein, notamment dans les pays en voie de développement, comme la malaria par exemple. Ça, c'est un exemple d'une maladie pour laquelle on a un vaccin qui est très efficace et qui a vraiment contribué à diminuer l'incidence de la maladie. C'est le vaccin contre la coqueluche. Et vous voyez, ça c'est aux États-Unis. Quand on a introduit le vaccin contre la coqueluche dans fin des années 40, début des années 50, une diminution très forte de la maladie jusqu'à arriver quasiment zéro ici. Et puis on voit une augmentation et en 2010, on avait autant de cas quasiment qu'en 1947. Alors que les gens utilisent le vaccin contre la coqueluche. Comment ça se fait ? Donc, quels sont les grands défis pour le développement de nouveaux vaccins ? Un problème, c'est l'évolution du système immunitaire en cours du temps. On sait très bien que les tout petits enfants ont un système immunitaire qui n'est pas encore suffisamment mis en place. Donc, l'efficacité est relativement faible. Elle augmente avec le temps, et puis elle est stable pendant longtemps, et puis les personnes âgées, de nouveau, ont des problèmes d'efficacité du système immunitaire. Donc on a un problème d'efficacité des vaccins aux âges extrêmes. Et évidemment, très logiquement, les infections sont les plus fortes au début de la vie, diminuent avec l'évolution du système immunitaire et réaugmentent à l'âge plus avancé. Aujourd'hui, la première cause de mortalité des centenaires sont des infections. D'accord ? L'autre problème, c'est ce qu'on appelle la variation antigénique. Donc, les antigènes qui sont là pour induire la réponse immunitaire chez un même agent pathogène, chez un même germe, peuvent varier plus ou moins fortement. Par exemple, la diphtérie, les tétanos, les toxines et tout ça, ça varie quasiment pas. D'accord ? Donc, quasiment pas de changement. Donc, c'est relativement facile de faire un vaccin qui vaccine ou qui protège contre toutes les diphtéries, toutes les polios, tous les virus de l'hépatite B. Ce n'est pas un problème. D'accord ? Pour d'autres germes, il y a des évolutions plus rapides. Les pneumocoques, les bactéries qui induisent la pneumonie à pneumocoque, les méningocoques, en fait, varient en moyenne tous les 10 ans. Donc, quelque part, il faut remplacer ou rajouter du vaccin quasiment régulièrement pour pouvoir avoir une couverture qui protège contre tous les types de pneumocoques. Mais c'est encore possible. Donc, nous avons des vaccins pneumocoques qui sont efficaces contre les sérotypes majeurs qui circulent aujourd'hui, qui vont probablement être adaptés aux prochains sérotypes qui vont émerger d'ici 5 ou 6 ans. D'accord ? La grippe, c'est déjà plus compliqué. La grippe change chaque année. Donc, un vaccin que vous avez cette année-ci n'est pas forcément efficace contre la grippe de l'année prochaine. Et ça pose déjà un premier gros problème de vaccination grippe parce que les producteurs de vaccins doivent quelque part prévoir le virus qui va arriver. Donc, il y a évidemment une surveillance mondiale qui est orchestrée par l'OMS, qui va prédire quel va être le virus 2016-2017 ou 2017-2018. Et donc, les sociétés pharmaceutiques, producteurs de vaccins, doivent s'adapter rapidement. Quelquefois, on se trompe. Quelquefois, on fait un vaccin et que finalement, le type qu'on pense arriver, ce n'est pas celui-là qui arrive, mais un autre. Donc là, on a un problème. Et c'est pour ça que quelquefois, les vaccins de grippe ne sont pas très efficaces. La plupart des cas, ils sont efficaces, mais quelquefois, on peut se tromper. D'accord ? Là où c'est encore pire, c'est VIH. Parce que le VIH, pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver un vaccin, parce qu'il varie tellement rapidement. Vous êtes infecté par un type de virus de VIH, il se multiplie dans votre organisme, il en sort une centaine de différents. D'accord ? Donc même si vous avez un vaccin contre un type, vous êtes protégé contre ce type-là, mais pas contre les autres qui en sortent.
Donc ça, c'est la biologie de ces agents pathogènes qui nous rendent des choses extrêmement difficiles. Donc vous voyez bien, on n'a pas de vaccin pour ça, on a des vaccins pour ça, on n'a pas de vaccin hépatite C, on a le vaccin de grippe, mais il faut les adapter chaque année. On a des vaccins de pneumocoque, mais il faut régulièrement aussi les adapter par rapport à sérotype. Et puis nous avons tous ces vaccins-là qui sont assez efficaces et qui ne bougent pas. Adjuvant. Alors ça, c'est un grand sujet de discussion. Beaucoup, en fait, des gens qui se prononcent contre les vaccins se prononcent en fait contre les adjuvants. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est un adjuvant? Alors, la définition d'un adjuvant, c'est une substance qui, en l'ajoutant à un vaccin, augmente fortement la protection contre l'agent infectieux. Donc, le nom vient du nom latin, adjuvare, qui veut dire aider. D'accord? Donc, un adjuvant, c'est quelque chose qui aide au vaccin de mieux fonctionner. Et l'aide veut dire quoi? L'aide veut dire soit en augmentant la magnitude de la réponse immunitaire, en rendant la réponse immunitaire plus forte, si vous voulez, ou plus durable, soit en dirigeant la réponse immunitaire dans la bonne direction. Quelquefois, c'est un mécanisme d'échappement de certains agents pathogènes. Quelquefois, ils induisent une réponse immunitaire, mais qui ne protège pas, et en fait qui est favorable aux pathogènes pour continuer. Donc c'est la lutte entre le système immunitaire et le pathogène lui-même. C'est comme ça que quelquefois, dans les années 50-60, on est tombé sur des mauvais vaccins, des vaccins qui induisaient une réponse immunitaire, mais qui induisaient la mauvaise réponse immunitaire, qui en fait exacerbait la maladie. L'exemple classique de ça, c'est un vaccin qui a été développé contre la bronchiolite, contre ce qu'on appelle en anglais le RSV. C'est un virus qui attaque les petits-enfants, qui donne des maladies assez graves et quelquefois la mort. Et donc, dans les années 60, on a développé un vaccin bronchiolite, on a donné ce vaccin et on s'est rendu compte, en donnant ce vaccin, on exacerbait la maladie parce que le vaccin induisait un mauvais type de réponse immunitaire. Les adjuvants, les bons adjuvants permettent de corriger le type de réponse immunitaire. D'accord? Donc aujourd'hui, un vaccin RSV, bronchiolite, c'est un vaccin aussi qu'on est en train de développer dans plusieurs laboratoires en essayant justement d'induire la bonne réponse immunitaire et d'éviter la mauvaise réponse immunitaire. Alors, pourquoi nous avons besoin d'adjuvants et quand avons-nous besoin d'adjuvants? La règle d'or, c'est que si vous n'avez pas besoin d'adjuvants, n'en utilisez pas. Quelques vaccins, il y a des vaccins qui marchent très bien sans adjuvants. Tous les vaccins ne marchent pas sans adjuvants, mais certains vaccins marchent très bien sans adjuvants. Donc si vous n'avez pas besoin d'adjuvants, n'en prenez pas. Et je pense que tout producteur de vaccins a compris ça et fait ça. D'accord? Mais quelquefois, il faut des adjuvants. Et pourquoi il faut des adjuvants? Bien, pour modifier la qualité de la réponse immunitaire, donc c'est ce que je vous ai dit, pour la diriger dans le bon sens. D'accord? Pour augmenter la vitesse de la réponse, alors ça c'est important, un exemple, Ebola. Maintenant on a un vaccin, on va bientôt avoir un vaccin Ebola, on n'a plus d'Ebola, mais il risque de venir, le vaccin est là, mais il faut que la réponse immunitaire protectrice s'installe très rapidement. En général, il faut quand même plusieurs semaines pour que la réponse immunitaire s'installe. Donc l'adjuvant permet quelquefois d'augmenter la vitesse d'installation de la réponse immunitaire. Ce qui fait que si vous rencontrez Ebola, vous avez été vacciné il y a quelques jours auparavant, vous êtes quand même protégé. D'accord? Augmenter la réponse mémoire. Oui, en fait, la vaccination est basée sur ce qu'on appelle la mémoire immunologique. C'est-à-dire que l'organisme, le système immunitaire, va rencontrer quelque chose qui ressemble au germe et va s'en souvenir. Donc c'est sa mémoire. Quelquefois, la mémoire se perd avec le temps. Quelquefois, elle se perd rapidement. Quelquefois, elle se perd moins rapidement. Donc, quand elle se perd rapidement, la vaccination que vous faites aujourd'hui, si la mémoire a disparu au bout de 6 mois, ça ne sert pas à grand-chose si vous rencontrez le germe dans 6 mois. Donc, quelquefois, il faut augmenter la durée de la mémoire. Et ça, c'est aussi augmenter la réponse chez des personnes qui sont des faibles répondeurs, qui ne répondent pas très bien au vaccin. Ça peut être quoi? Ça peut être justement les personnes âgées ou les tout petits enfants, ou des personnes qui sont immunodéprimées, qui ont le VIH ou qui sont sous traitement immunosuppresseur, etc. Et quelquefois, les adjuvants permettent de leur donner une très bonne réponse immunitaire. Réduire le nombre et la fréquence des vaccinations et des rappels, bon, ça c'est un peu lié à la mémoire. Hein. Je vous ai dit, un des problèmes que nous avons dans beaucoup de pays en développement, c'est qu'on n'arrive pas à avoir les enfants suffisamment souvent pour leur donner tous les rappels qu'il faudrait. Donc si on avait un adjuvant qui permettait de prolonger la mémoire, on n'aurait pas besoin de donner autant de rappels et on aurait une meilleure efficacité du vaccin.
Et bien sûr aussi diminuer la quantité des antigènes, donc la quantité des produits actifs dans le vaccin, quelquefois est très cher, difficile à produire. Et donc si on peut diminuer d'un facteur 10 ou voire même 100 la quantité de cet antigène avec un adjuvant, eh bien on y gagne. Donc le principe, il est basé sur comment on se défend contre une infection. D'accord ? On a 3 types de défense contre une infection. On a un type de défense qui est la barrière naturelle, qui est là tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, la peau. Vous pouvez être en contact avec le germe du tétanos. Si votre peau est intacte, qui vous protège, vous n'allez pas attraper le tétanos. En revanche, si votre peau est cassée, vous avez une blessure, là, le tétanos peut rentrer. D'accord ? Donc ça, c'est une barrière naturelle qui est là normalement tout le temps, sauf accident, on va dire. Et puis un deuxième niveau d'immunité, c'est lié à ce qu'on appelle l'immunité innée inductible. C'est-à-dire que c'est une immunité qui n'est pas très spécifique, mais qui est induite par la rencontre avec le germe. Donc ça veut dire que le corps a la capacité de se dire « Ah, il y a un germe, je le sens, et je mets en route un programme qui va me protéger. » De manière non spécifique. Je n'ai pas besoin de savoir quel est ce germe, mais je sais juste que c'est un danger pour moi, un signal de danger. Ça monte très vite, ça va très 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 vite, et ça diminue très très vite aussi. Et ça aide en fait à enclencher le 3e niveau de réponse immunitaire, qui est ce qu'on appelle l'immunité adaptative, qui est basée sur des anticorps, vous savez ce que c'est des anticorps, ou aussi des cellules, ce qu'on appelle les cellules T essentiellement. Donc on a 2 grands bras de la réponse adaptative, c'est le bras anticorps et le bras cellulaire. Et ça monte un peu plus tard, c'est aidé par la défense innée, et puis ça monte, et puis ça descend, mais ça reste à un certain niveau, ça ne disparaît pas complètement. D'accord ? Et c'est ça, la mémoire spécifique. Les anticorps, du coup, sont spécifiques contre la toxine de tétanos ou la diphtérie. D'accord ? Ici, ça, c'est pas spécifique. Donc les adjuvants, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils aident en fait à ce transfert d'informations du danger de signal. Donc, concept important sur les adjuvants dans le développement du vaccin, c'est qu'il faut qu'un signal de danger soit perçu par l'organisme. Et la plupart des germes ont plein de signaux de danger qui sont perçus par l'organisme. D'accord ? Donc, quand on a un vaccin vivant, le BCG, on n'a pas besoin d'adjuvant parce qu'il a déjà tous ces signaux de danger à l'intérieur. Il a déjà son adjuvant à l'intérieur, si vous voulez. D'accord ? Donc, on ne met pas d'adjuvant avec le BCG. La nature du signal de danger peut être importante dans le type de réponse immunitaire induite. D'accord ? Donc le signal de danger qui était donné par le vaccin des bronchiolites, ce n'était pas le bon. Il orientait l'immunité dans le mauvais sens. Donc il fallait un autre signal de danger qui l'orientait dans le bon sens. Et de nouveau, c'est les adjuvants qui font ça. Okay ? Un exemple scientifique, on va dire, c'est des molécules qu'on appelle des cytokines et qui sont importantes dans la protection contre des maladies, contre certaines maladies. Ça, c'est un vaccin. On a 2 vaccins, le VLP16 et le VLP18. Et on regarde 2 adjuvants. On regarde l'un et un autre adjuvant qu'on appelle MPL, peu importe le nom. Et ce que vous pouvez voir, c'est soit on vaccine sans adjuvant, soit avec l'ALIN, ou soit avec le mélange des 2 adjuvants. Et ce que vous voyez quand vous regardez cette cytokine-là, l'IL2, il n'y a quasiment rien ici. Il y a un peu là, mais beaucoup plus là. D'accord ? Ici, vous regardez ici, là vous avez un peu de cette IL5. Avec l'ALIN, vous avez plus, mais avec celui-là, vous avez beaucoup moins. En revanche, ici, vous n'avez rien, un tout petit peu ici, et là, vous avez beaucoup. Vous voyez ? Donc les molécules sont différentes en fonction, donc les molécules induites sont différentes en fonction des adjuvants qu'on utilise. Donc ça permet d'orienter. Si vous voulez un vaccin qui induit beaucoup de ceci, ben vous prenez l'ALIN. Si vous voulez un vaccin qui induit beaucoup de ceci, ben vous prenez ça. D'accord ? Vous ne prenez pas l'ALIN. Okay ? Donc ça vous donne un exemple de savoir comment les adjuvants peuvent orienter la réponse immunitaire. Ça, je vais passer. Alors on a évidemment des vaccins, la plupart des vaccins qu'on a actuellement sont des vaccins contre les agents infectieux, mais la recherche aujourd'hui va dans d'autres sens aussi. On essaie de développer des vaccins contre certains cancers. Alors quelquefois les agents infectieux peuvent induire des cancers. Par exemple, le virus de l'hépatite B, pour lequel on a un vaccin, induit du cancer
du foie. Donc, un vaccin contre l'hépatite B est également un vaccin contre le cancer du foie. Pas tous les cancers du foie, bien sûr. Les allergies, donc il y a des vaccins qui sont en développement contre les allergies, des vaccins qui sont en développement contre les maladies auto-immunes, donc toute une série d'autres vaccins qui ne sont pas forcément uniquement liés à des infections. Alors, comment développer un vaccin? Donc, quel est le processus de développement d'un vaccin? D'abord, avant de mettre un vaccin sur le marché, il y a un certain nombre d'exigences. Il faut savoir qu'on ne met pas un vaccin comme ça sur le marché. Il y a des agences de régulation qui permettent la mise sur le marché des vaccins. Donc, l'autorisation de mise sur le marché. L'AMM. Eh bien, ces organismes de régulation ont un certain nombre d'exigences. Il faut d'abord que la formulation soit clairement définie. Il ne suffit pas de dire, tiens, j'ai un vaccin contre cette maladie-là. Il faut savoir exactement ce qu'il y a dans le vaccin. Est-ce qu'il y a un adjuvant? Est-ce qu'il n'y a pas d'adjuvant? Il est formulé comment? En pilule pour avaler, en injectable avec une seringue. Il faut décrire exactement ce que c'est comme vaccin. Il faut qu'il soit pur, suffisamment pur. Alors, 100% pur, ça n'existe pas. Il y a toujours de l'eau au moins, hein. Et donne une puissance protectrice suffisante. C'est les agences de régulation qui décident si ce vaccin a une puissance protectrice suffisante. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a pas de vaccin contre les maladies parasitaires. Alors, il y a un vaccin qui a été développé par une société pharmaceutique qui a été testé dans les essais cliniques et qui montrait une efficacité entre 30 et 50%. Est-ce que c'est suffisant pour mettre le vaccin sur le marché? Il y a des gens qui disent oui, parce qu'on protège quand même au moins 30 à 50% des personnes. Mais est-ce que ça suffit? D'autres disent c'est quand même pas beaucoup. Donc il y a des débats, hein, vous pouvez vous imaginer des débats. Et l'autorisation de mise sur le marché dépend d'un pays à l'autre. Parce que la situation épidémique d'une maladie infectieuse, la malaria en France n'est pas une maladie extrêmement fréquente. Pourtant, la France est le pays européen où il y a le plus de malaria. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties françaises qui se trouvent en Amérique du Sud. D'accord? Voilà. Donc là, à côté du Brésil, il y a beaucoup de malaria. Donc, tout ça dépend de la situation épidémique du pays. Il faut qu'il y ait une bonne procédure de contrôle de qualité. C'est-à-dire que vous faites un vaccin, vous ne faites pas un vaccin une seule fois pour toutes, vous êtes obligé de le faire plusieurs fois. Des productions qui continuent, et il faut avoir un système de contrôle de qualité. Il faut que vous puissiez être sûr qu'à chaque fois que vous faites un lot de vaccins, il a une bonne qualité, d'accord, une qualité acceptable par les agences de régulation. Il faut donc démontrer que les différents lots que vous produisez en 2005, en 2010, en 2015, en 2020 sont toujours identiques, sont complètement reproductibles en fonction des qualités qui sont acceptées par les agences de régulation. Il faut que, évidemment, le vaccin ait une sûreté acceptable, parce que le vaccin est un médicament étrange, hein, c'est un médicament différent de tous les autres médicaments, dans le sens où c'est un médicament qu'on donne à des personnes en bonne santé. Et évidemment, on ne veut pas qu'ils deviennent malades. La plupart des autres médicaments, on les donne à des personnes malades et on espère qu'ils guérissent de leur maladie. Et si vous avez un cancer en stade final, eh bien, vous prenez ce médicament qui a une chance de vous guérir, ça vous est égal si vous perdez vos cheveux pendant un certain temps. En revanche, si vous prenez un vaccin contre la coqueluche, par exemple, vous ne voulez pas qu'il y ait un seul cheveu qui tombe. Oui, donc c'est la différence entre les exigences entre un médicament et un vaccin, et donc les agences de régulation sont très conscients de tout ça. Et bon, donc, la sûreté doit être acceptable et testée sur un grand nombre de sujets, pas seulement sur 10 sujets, mais sur des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de sujets, pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires, en tout cas graves et en tout cas fréquents. Il faut les tester sur diverses populations, donc pas seulement à quelques personnes autour de l'île, mais différentes ethnies, les hommes, les femmes, différents âges, différents contextes de nutrition, etc. Donc c'est des études assez larges. Et bien sûr, dans la population cible, si vous avez un vaccin pour les enfants, il faut évidemment qu'il soit sûr pour les enfants, hein. Il faut aussi que le vaccin a démontré une protection suffisante. D'accord ? La meilleure façon de le faire, c'est carrément à faire un essai clinique d'efficacité de vaccin. Je vais vous expliquer ce que c'est. Une autre façon de faire, c'est si on sait
le mécanisme de protection. Par exemple, quand on prend le tétanos, on sait qu'il faut faire des anticorps contre la toxine tétanique. Et si on en fait suffisamment, c'est qu'on est protégé. Donc on n'a pas besoin de refaire des essais cliniques d'efficacité. On sait très bien que si vous avez autant d'anticorps contre la toxine tétanique, vous avez une bonne protection. Ça, c'est ce qu'on appelle les corrélats de protection. Mais il y a très peu de vaccins pour lesquels on connaît les corrélats de protection. Je pense qu'il n'y en a que 2 ou 3. D'accord ? Donc on vient à un concept important, c'est peut-être la deuxième notion importante avec celle de tout à l'heure qui était toujours le rapport risque-bénéfice. La deuxième notion importante, c'est le phasage, le principe du phasage. C'est-à-dire qu'on teste des vaccins en plusieurs phases. Donc il y a des évaluations initiales chez l'homme qui sont des petites études sur quelques sujets, une dizaine, une vingtaine de sujets, pour écarter la toxicité majeure, une toxicité majeure inattendue. Pourquoi est-ce qu'elle est inattendue ? Parce qu'avant de passer chez l'homme, on a dû tester les vaccins dans de nombreux modèles animaux, chez de nombreux animaux, et regarder la toxicité. Donc il faut faire une étude qu'on appelle de toxicologie. C'est-à-dire qu'il faut montrer chez les animaux que votre vaccin, à des doses importantes, n'induit pas de toxicité. Donc si dans un premier essai clinique, il y a quand même une toxicité, elle est nécessairement inattendue. Et en général, ça n'arrive pas. D'accord ? Donc il faut que ça se fasse évidemment chez les sujets qui sont peu vulnérables. En général, pour la première fois qu'on teste un vaccin chez l'homme, on utilise des jeunes hommes et pas des femmes en bonne santé. Pourquoi pas des femmes ? Parce qu'on ne sait jamais si une femme est enceinte ou pas. Même s'il vous dit non, elle risque d'énormément. Donc, on évite ça. D'accord ? Ensuite, des études suivantes. Le nombre de sujets augmente progressivement, devient de plus en plus important. Les sujets deviennent de plus en plus vulnérables, c'est-à-dire que si c'est un vaccin pour un enfant, pour un jeune enfant, on les teste d'abord chez les hommes en bonne santé, adultes, volontaires, et puis petit à petit, on viendra vers la population cible, les enfants par exemple, qui sont par définition plus vulnérables. Les objectifs, évidemment, c'est toujours d'évaluer la sûreté des vaccins, d'évaluer l'immunogénicité, c'est-à-dire est-ce que le vaccin est capable d'induire une réponse immunitaire. Quelle est la meilleure dose qui ne donne pas de toxicité et qui donne une bonne réponse immunitaire. Est-ce qu'il y a un danger de transmission? Donc ça, c'est pour des vaccins vivants, les vaccins polio, par exemple, buvables. On sait très bien qu'ils sont éliminés par derrière et qu'ils peuvent éventuellement contaminer quelqu'un d'autre. D'accord ? Quel est le taux de cette contamination? Est-ce que c'est dangereux? Et puis, éventuellement, une première estimation de protection. Est-ce que les gens qui sont vaccinés sont mieux protégés que les gens qui ne le sont pas? Et puis vient la grande finale, on va dire, c'est là l'essai clinique de protection à un très grand nombre de sujets. Et là, on va vraiment voir ce vaccin à un taux de protection de 30, 50, 70, 80, 90%. Okay? Donc, en fait, dans le détail, on a des phases précliniques. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un modèle animal. Donc, on ne peut pas faire une recherche en vaccinologie de A à Z si on n'a pas des animaux pour nous aider. On ne peut pas tester des vaccins directement chez l'homme. D'accord ? Il faut les tester chez l'animal. Il faut montrer dans un animal qui est relevant, dans un modèle animal qui est relevant par rapport à la maladie, donc un animal qui peut reproduire la maladie. Il faut montrer que ce vaccin fonctionne chez cet animal. Je prends l'exemple de la coqueluche. La coqueluche, c'est une maladie respiratoire, ça donne la toux coquelucheuse, d'accord? Donc, bien sûr, on teste le vaccin coqueluche chez la souris, mais la souris ne peut pas tousser, elle n'a pas le reflet de la toux. Donc, on ne peut pas voir avec la souris si votre vaccin contre la coqueluche fonctionne comme vaccin contre la coqueluche, d'accord? On peut voir s'il fonctionne contre l'infection par le germe, mais pas contre la toux. Donc, il faut prendre un autre modèle animal. Là, pour la coqueluche, on amène dans le babouin depuis quelques années. Et le babouin est capable de tousser. Quand on l'infecte avec le germe de la coqueluche, il tousse. Donc on peut voir si votre vaccin, quand il y a vaccin, protège contre la toux. D'accord ? Il faut une production, ce qu'on appelle GMP en anglais, de bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire
en gros des salles blanches, si vous voulez, où il n'y a pas une poussière qui rentre, pour être sûr que ce qui est produit, c'est uniquement le vaccin. Avec des produits qui sont ultra purs, tout à fait définis, etc. Des gens qui travaillent proprement avec des combinaisons dans des pièces qui sont avec une légère surpression pour qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer. D'accord ? Et pour faire des études toxicologiques, c'est-à-dire qu'il faut prendre votre candidat vaccin, vous avez montré qu'il est efficace chez le babouin, eh bien, vous avez une société pharmaceutique ou une petite société biotechnologique qui est capable de le faire sous label GMP, en bonne pratique de fabrication, et maintenant il faut montrer au moins sur 2 espèces animales différentes qui n'induisent pas de toxicité. D'accord ? Donc ça, c'est aussi des études très réglementées. Une fois que vous avez ça et tout ça est satisfaisant, vous pouvez envisager de faire ce qu'on appelle une phase 1 clinique. Phase 1 clinique, c'est une phase qui a un premier objectif, le plus important, qui est tester la sécurité. On passe pour la première fois d'un animal à l'homme. On teste la sécurité du vaccin chez l'homme pour la première fois. Et on peut aussi, comme objectif secondaire, on va dire, tester un peu la réponse immunitaire. Est-ce que ce vaccin qui ne donne pas d'effet secondaire est quand même capable d'induire une réponse immunitaire ? Parce que si vous avez un vaccin qui ne donne pas d'effet secondaire, qui n'induit pas d'immunité, ça ne sert pas à grand-chose. Autant donner de l'eau. Si tout ça est satisfaisant, on peut passer aux phases 2 d'essais cliniques. Et là, vous avez la même chose, sauf l'ordre est inversé. C'est-à-dire que là, ici, on passe de quelques dizaines de personnes à quelques centaines de personnes. Et là, on va regarder d'abord l'immunogénicité. Est-ce que le vaccin est capable d'induire une réponse immunitaire ? Est-ce qu'on est capable de trouver la bonne dose pour induire la bonne réponse immunitaire qu'on souhaite avoir ? Et est-ce que malgré tout, il n'y a pas d'effet secondaire ? Le temps est passé ? Est-ce que malgré tout, il n'y a pas d'effet secondaire ? D'accord ? Si tout ça est satisfaisant, on passe à la phase 3, qui est la phase, en effet, d'essai clinique où on regarde vraiment l'efficacité. C'est-à-dire que là, vous prenez quelques milliers de sujets maintenant, quelquefois quelques dizaines de milliers de sujets, que vous vaccinez contre quelques dizaines de milliers de sujets auxquels vous donnez quelque chose qui ressemble au vaccin, mais qui n'est pas le vaccin, mais qu'on appelle le placebo. D'accord ? Et on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui a quoi, c'est codé par un notaire quelque part avec un code barre. Donc le médecin ou l'infirmière qui donne le vaccin ne sait pas s'il donne le vaccin ou le placebo, et bien sûr le sujet qui est dans l'étude ne le sait pas non plus. D'accord ? Il y a juste un code, un numéro. Okay ? Et à la fin de l'étude, on va compter le nombre de cas de malades par rapport au nombre de cas de non malades, et on va regarder si les malades se trouvent dans un groupe ou dans l'autre. D'accord ? Évidemment, comme on passe maintenant de quelques centaines à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de sujets, on va regarder évidemment aussi la sécurité. Est-ce que maintenant, avec 10 000 sujets, 20 000 sujets, 30 000 sujets, on n'a toujours pas de problème d'effet secondaire ? Et si tout ça est satisfaisant, avec un taux d'effet secondaire faible et une efficacité bonne, encore une fois bonne, est très relatif, donc ça dépend le pays dans lequel on veut l'utiliser, ça dépend des agences de régulation. On peut demander la mise sur le marché du vaccin. Et puis on s'engage à faire ce qu'on appelle la phase 4, qui est la phase d'études cliniques. Moi je l'appelle ici effectivité, en anglais c'est la même chose, en français c'est la même chose qu'efficacité. C'est-à-dire que là on regarde vraiment sur le terrain, est-ce que le vaccin maintenant a diminué ou va diminuer l'épidémiologie d'une maladie en question. D'accord ? Et bien sûr, on continue à regarder la sécurité. Là, on passe à des millions de sujets éventuellement. Okay ? Donc, phase 1. Phase 1, l'objectif principal, c'est d'écarter la toxicité fréquente et majeure, mais par définition inattendue, puisqu'on a déjà testé chez des animaux et là, on n'a pas vu de toxicité. L'objectif secondaire, c'est l'évaluation préliminaire de l'immunogénicité. Est-ce qu'il est capable d'induire quelque chose ? Et éventuellement déjà l'identification de la dose optimale chez l'homme. La formulation de vaccin à ce moment-là est souvent préliminaire. Ce n'est pas forcément le vaccin final. D'accord ? Le nombre de sujets est faible, de 10 à 50, de volontaires en bonne santé. Quand on fait la première fois chez l'homme, en général, on prend uniquement les hommes. Et le design, c'est que, ça dépend. Quelquefois, on est obligé d'ajouter un groupe placebo, quelquefois, ce n'est pas nécessaire.
Quelquefois, on le fait en aveugle, en double aveugle. Donc, double aveugle veut dire ni le médecin ou l'infirmière qui vaccine, ni le sujet vacciné sait s'il reçoit le placebo ou le vaccin. C'est codé dans une armoire fermée. Quelquefois, ce n'est pas nécessaire pour une phase 1. Alors, je reviens sur la coqueluche. Je vous ai montré tout à l'heure cette recrudescence de coqueluche aux États-Unis, et c'est la même chose pour beaucoup de pays européens, pour l'Australie, pour le Japon, un peu partout. Et on se pose la question, mais comment ça se fait qu'il y a cette recrudescence de coqueluche? Il y a cette publication américaine qui montre que ce n'est pas lié à une faible couverture vaccinale. La couverture vaccinale est toujours aussi bonne. On est à peu près à 85% à l'échelle mondiale. En France, on doit être à 99%. Ce n'est pas non plus à la diminution rapide de l'immunité induite par les vaccins. Alors, il y a une diminution rapide de l'immunité induite par les vaccins, ça c'est vrai, mais ce n'est pas la cause principale. Ce n'est pas non plus l'évolution de la bactérie, parce qu'on a pensé que la bactérie évolue pour essayer d'échapper au vaccin, mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. Mais c'est lié au fait qu'on peut être infecté par le germe de la coqueluche sans être malade. C'est ce qu'on appelle une infection asymptomatique, et on est capable de transmettre, sans être malade, le germe de la coqueluche à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, il faut développer un nouveau vaccin qui permette d'empêcher ça, qui permette d'empêcher l'infection par le germe de la coqueluche, au-delà de la maladie. Et comme je vous ai dit, on a le babouin, et dans le babouin, on montre bien ici des babouins qui peuvent être infectés par le germe de la coqueluche, ici, en bleu, et puis ça diminue en fonction du temps. Si les babouins ont été vaccinés avec l'un ou l'autre vaccin, vous voyez, ils sont toujours infectables avec ce vaccin-là. Ils sont même infectables plus longtemps que s'ils n'avaient pas été infectés. Celui-ci, ça marche un peu mieux. D'accord ? La seule façon de protéger le babouin contre une infection, c'est une infection préalable. Ça, c'est des babouins en vert ici, qui ont été infectés une première fois, qui ont guéri et qu'on infecte une deuxième fois. Là, vous voyez, il n'y a plus d'infection possible, d'accord ? Tandis que les vaccins ne protègent pas contre l'infection. Alors, ils protègent contre la maladie. C'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est des indicateurs de maladie. En bleu, là, vous avez des babouins qui n'ont pas été vaccinés, qui sont malades. Les babouins qui ont été vaccinés avec l'un ou l'autre vaccin, ou voire qui ont été préalablement infectés déjà une première fois, eh bien, ils ne sont pas malades. Donc, les vaccins que nous avons actuellement contre la coqueluche sont capables de protéger contre la maladie de coqueluche. C'est pour ça qu'on a une diminution très forte de coqueluche, mais ils ne sont pas capables de protéger contre l'infection. Et la seule façon de le faire, c'est d'infecter. Donc, nous, au laboratoire, on a développé un vaccin qui mime aussi bien que possible l'infection naturelle. Et on a testé chez les babouins, et là, c'est ce qu'on voit en termes de charge bactérienne après infection par les germes virulents. Vous avez beaucoup de bactéries chez les babouins qui n'ont pas été vaccinés, et vous n'avez pas de bactéries, ou quasiment pas de bactéries, chez les babouins qui ont eu notre vaccin qu'on donne par voie nasale. Donc, c'est une goutte dans le nez. D'accord ? Donc, en effet, on a développé, ça c'est l'évidence préclinique, dont je vous ai dit, la phase préclinique. On a montré dans un modèle qui est relevant pour la coqueluche, qui est le babouin, qu'en effet, avec le nouveau vaccin, on est capable non seulement de protéger le babouin contre la maladie, mais aussi contre l'infection, qui est un des défauts des vaccins actuels. D'accord ? Après ça, on a fait des études toxicologiques pour montrer que notre vaccin n'est pas toxique, et donc on a pu faire une phase 1. Je vais vous montrer en fait les objectifs de la phase 1. Donc c'est une première fois chez l'homme. On est passé de la souris au babouin, du babouin à l'homme pour la première fois. On a fait une escalade à la dose parce qu'on ne connaissait pas la dose humaine. Et on a fait un contrôle placebo. Et c'est en double aveugle. Et le premier objectif, comme je vous ai dit pour toute phase 1, c'est évaluer la sécurité générale du vaccin et la tolérabilité locale dans le nez, puisque c'est un vaccin nasal, dans les voies respiratoires, d'une seule dose de ce vaccin qui s'appelle BPZ1. Et puis on avait un deuxième objectif, c'est un vaccin qui normalement se colonise pendant un temps limité. Est-ce qu'il est capable de coloniser ? En effet, évaluer la colonisation dans les voies respiratoires de manière transitoire, après une seule dose de ce vaccin. Évaluer les réponses immunitaires, est-ce qu'il est capable d'induire une réponse immunitaire ? Okay ? Et donc les résultats de cette étude qu'on a publiée il y a quelques années maintenant, je vais passer ça, montrent qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc là, ce qu'on a regardé, c'est on a comparé le placebo à une faible dose de vaccin, une dose moyenne de vaccin et une forte dose de vaccin. Et on a regardé, ça c'est en anglais, je m'excuse, ça c'est la toux, la congestion nasale, etc. Et on a regardé s'il y a plus d'effets
non désirables avec les vaccins par rapport au placebo. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas de différence. Donc ce vaccin-là, dans ce qu'on appelle la phase 1, n'a pas donné d'effets secondaires, avec les doses jusqu'à la plus forte dose qu'on a utilisée là. Est-ce qu'il est capable de coloniser les voies respiratoires transitoirement? Eh bien oui, dans la faible dose, on avait un sujet qui était colonisé, un sujet sur 12, c'est pas beaucoup. Dans la dose moyenne, un sujet sur 12, et dans la dose forte, 5 sujets sur 12, ce qui est déjà mieux, mais c'est quand même pas beaucoup, ce n'est que 40%, d'accord? Est-ce qu'il est capable d'induire une réponse immunitaire? C'est en fonction du temps. On voit en bleu, en effet, des anticorps qui sont induits contre différents antigènes. Et ça, c'est chez les sujets qui ont été vaccinés ou où le vaccin a colonisé. En rouge, c'est les sujets où le vaccin n'a pas colonisé, on ne voit pas d'induction d'anticorps. Donc oui, le vaccin, il est sûr chez les jeunes adultes, hommes, mâles. Il est capable de transitoirement coloniser les voies respiratoires et il est capable d'induire des réponses immunitaires chez les sujets qui sont colonisés et pas chez les sujets qui ne sont pas colonisés. D'accord? Mais ça, ce n'est pas très satisfaisant dans la mesure où même avec la plus forte dose qui est cette dose-là, on n'a que 40% de colonisation. Et ça, ce n'est pas un vaccin qui donne que 40% de colonisation. D'accord? Et en fait, ce qu'il faut atteindre pour que ce soit un vaccin qui est viable, il faut atteindre au moins 80% de colonisation et de réponse immunitaire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce qu'on appelle une phase 1B? On a changé un peu. On a d'abord augmenté la dose. Vous êtes 10,3, 10,5, 17. Et maintenant, on a commencé à 17, 18, 19. C'est un vaccin nasal qu'on donne par goutte dans le nez. On a donné des toutes petites gouttes de 100 microlitres. On a augmenté le volume, tout simplement. On est passé de 100 microlitres à 400 microlitres dans le nez. D'accord? 400 microlitres, c'est pas beaucoup non plus. En fait, on peut mettre jusqu'à 10 ml de liquide dans le nez. Quand un enfant est né, quand il sort du ventre de sa maman, pour nettoyer les narines, les pédiatres souvent injectent des millilitres de liquide physiologique dans le nez du petit enfant. Et avec ça, bien, on a atteint en fait ce qu'on voulait, 83%, 75%, 83% de colonisation. Et on a atteint également des réponses immunitaires en bleu contre au moins un antigène, en rouge contre 2 antigènes, jusqu'à 100% chez les sujets vaccinés. Donc là, on est très content parce que notre phase 1B nous a montré que le vaccin est toujours sûr parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire et il est maintenant capable d'immuniser avec un taux d'immunisation de moins 80%, avec des anticorps qui vont quelquefois jusqu'à 100%. D'accord? Donc ça, c'est la phase 1B qui nous a permis de trouver la dose qu'on va administrer dans les phases 2. D'accord? Donc les phases 2, évidemment, c'est les phases qui sont en train de se préparer pour l'instant, qu'on va essayer de démarrer, j'espère, au début de 2018. Ça, c'est évidemment testé chez les adultes. Le vaccin coqueluche, c'est un vaccin qu'on voudrait surtout utiliser chez l'enfant. Et ça, c'est une photo de ma petite fille que j'ai prise quand elle avait 6 heures de vie. Donc, et vous voyez, il y a deux petites narines là, pour une goutte de vaccin dans le nez. C'est parfait. D'ailleurs, sa maman m'a déjà demandé, tu peux pas mettre une goutte dans le nez? J'ai dit non, je peux pas parce qu'il n'est pas encore été testé chez les enfants. Phase 2, donc. Phase 2, eh bien, on continue à évaluer de manière plus détaillée l'immunogénicité et on continue évidemment de regarder la sécurité. On va commencer à évaluer, on va évaluer également la transmission pour les vaccins vivants. Le vaccin coqueluche, c'est un vaccin vivant, donc il va falloir qu'on étudie ça aussi. La formulation va être normalement une formulation finale. C'est la formulation qu'on va mettre sur le marché, si tout va bien. Les sujets, on passe de quelques dizaines à 200 à 300, voire même plus, de la population cible. Et de nouveau, soit on va avoir un placebo, souvent en double aveugle, mais pas toujours. La phase 2B, c'est une phase où on va commencer à évaluer la protection, toujours avec un nombre de sujets relativement limité, 200 à 300 personnes. Parfois, ce qu'on fait, et ça c'est relativement nouveau, en France on ne le fait pas, en Angleterre on le fait maintenant, c'est qu'on vaccine des gens, par exemple avec un nouveau vaccin contre la coqueluche, et puis après, on les infecte avec le germe de la coqueluche. On regarde si, après vaccination, ils sont protégés.
C'est vache, hein? Alors on le fait évidemment uniquement contre les maladies pour lesquelles on a un traitement efficace. Alors la coqueluche, ça va, parce qu'on a des antibiotiques. Donc si on voit qu'il y a quelque chose qui tourne mal dans une situation très 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 contrôlée, on peut tout de suite éliminer les germes. D'accord? Pour d'autres maladies, par exemple pour la tuberculose, je ne le ferai jamais, parce que ça c'est une maladie quand même extrêmement grave et qui est très difficile à traiter. Pour le VIH, n'en parlons même pas. D'accord? Mais pour certains vaccins, on peut le faire, mais pas pour tous. Mais ça permet quand même de diminuer le nombre de personnes à tester pour avoir déjà un premier chiffre de protection. On continue bien sûr à évaluer la sécurité, mais vous voyez, c'est devenu un objectif secondaire. On continue à évaluer l'immunogénicité, éventuellement en transmission, c'est un vaccin vivant. La formulation, généralement, bien sûr, elle est la formulation finale. Le nombre de sujets est très variable. Si vous avez une épreuve directe, comme je vous ai dit là, quelquefois avec 20 sujets, ça suffit. Si vous n'avez pas ça, il faut plusieurs centaines de sujets. Et bien sûr, c'est de nouveau randomisé et souvent avec placebo. Et puis finalement, la grande finale, c'est la phase 3, qui est la phase qui vous dit le vaccin est efficace ou il n'est pas efficace, et s'il est efficace, à quel pourcentage il est efficace. D'accord ? Donc là, vraiment établir le niveau de protection dans la population cible. Si c'est la tuberculose en Afrique du Sud, par exemple, eh bien, on va le faire en Afrique du Sud, essais cliniques. On va vacciner 10 000 sujets avec le nouveau vaccin contre un ancien vaccin ou contre pas de vaccin du tout. Et on va regarder s'il y a moins de tuberculose dans la partie vaccinée que dans la partie non vaccinée. Évaluer bien sûr la sécurité, mais cette fois-ci, on aura des données de sécurité sur des grands nombres. Si c'est 10 000 ou 20 000 sujets, on aura sur 10 000 ou 20 000 sujets des données de sécurité. Et un objectif secondaire peut être éventuellement d'établir des corrélats de protection. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous avez des anticorps contre la toxine tétanique, à certains niveaux, vous êtes protégé contre le tétanos. Même chose pour la diphtérie. Mais pour d'autres maladies, on ne sait pas. Donc ces études-là, quelquefois, permettent en effet de trouver des corrélats de protection, qui peuvent être des anticorps, qui peuvent être autre chose. D'accord ? C'est très difficile à faire. Alors la formulation vaccinale, évidemment, doit être là la formulation finale, parce que c'est celle-là, c'est cet essai-là sur lequel on se base pour mettre un vaccin sur le marché. Évidemment, il faut que ce soit avec la formulation qui va être sur le marché. Les sujets, ça c'est très variable, mais c'est au moins plusieurs milliers de sujets, quelquefois plusieurs dizaines de milliers de sujets, quelquefois 100 000 sujets. D'accord ? Donc vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas la même échelle. Le design est toujours randomisé, avec toujours un placebo, cette fois-ci c'est indispensable, et toujours en double aveugle. Hein. Encore une fois, ça veut dire que ni l'infirmière, ni le médecin, ni le sujet vacciné savent s'ils reçoivent le vaccin ou le placebo. Et puis, le vaccin, s'il est efficace, ne donne pas d'effets secondaires. Si les agences de régulation estiment qu'il est suffisamment efficace pour être utilisé en France, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Japon, en Australie, eh bien, on peut espérer l'avoir sur le marché. Et donc, celui qui a investi tout cet argent pour le développement de vaccins peut commencer à récupérer un peu de cet argent-là. D'accord ? Mais il s'engage à faire ce qu'on appelle la phase 4, qui est en fait des phases d'évaluation post-mise sur le marché, une fois que les vaccins sont sur le marché. Donc, ça veut dire quoi ? On fait une évaluation épidémiologique, c'est-à-dire que est-ce que le vaccin a un effet sur l'épidémie de la maladie? Est-ce que quand j'ai introduit un nouveau vaccin contre la coqueluche aux États-Unis, avec une couverture vaccinale suffisante, est-ce qu'on voit une diminution de la coqueluche aux États-Unis? D'accord ? C'est évidemment, ça mesure l'épidémiologie du pays en question. Une évaluation économique aussi, c'est-à-dire que le vaccin coûte un certain nombre d'euros. Quel est le bénéfice qu'on va retirer en termes de bénéfices, en termes de coût de maladie? On peut estimer, par exemple, la tuberculose en Europe a un coût qui est assez incroyable en Europe, alors que ce n'est pas un endroit au monde où on pense qu'il y a beaucoup de tuberculose, mais le coût de la tuberculose en Europe par an, c'est 5,5 milliards d'euros. D'accord ? Donc, si vous avez un vaccin qui coûte 1 milliard d'euros à vacciner toute la population européenne, avec une bonne efficacité vaccinale, ben vous faites le calcul. Donc, il y a un coût efficacité qui peut être favorable. D'accord ? Donc, ça peut se mesurer à l'échelle individuelle, avec évidemment le caveat, c'est quel est le coût d'une vie, quel est le coût d'une maladie pour un individu, mais surtout à l'écoute sociétal. L'évaluation du risque, donc on continue à évaluer
s'il y a des effets secondaires, qui cette fois-ci ne peuvent qu'être extrêmement rares, puisque là, on va passer à plusieurs millions de sujets éventuellement qui sont vaccinés, mais c'est quelque chose qu'on continue à faire de manière continuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fameux PBRER, en anglais le Periodic Benefit Risk Evaluation Report. On continue périodiquement à évaluer le rapport entre le risque et les bénéfices. D'accord ? Donc, en fait, un exemple de ça, et pour vous dire aussi que ce n'est pas des évaluations faciles à faire, c'est le BCG. Donc, le BCG, comme je vous ai dit, a été créé à l'Institut Pasteur de Lille ici, en 2021. Il a été administré pour la première fois. Il a été en France utilisé beaucoup. Il a même été un vaccin obligatoire jusqu'en 2007. En 2007, on a arrêté la vaccination obligatoire avec le BCG. D'accord ? On n'a pas vu une grande recrudescence de tuberculose depuis 2007, d'accord, en France, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Mais en faisant ça, en étudiant le coût-bénéfice de la continuation de vaccination obligatoire par le BCG, les autorités ont finalement décidé que ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus très cost-effective, comme on dit en anglais, de continuer à vacciner avec le BCG. Mais ça, c'est parce qu'on regarde uniquement la tuberculose. Aujourd'hui, on sait que certains vaccins, notamment le BCG, ont des effets bénéfiques favorables autres que protection contre la tuberculose. Par exemple, cette étude au Guinée-Bissau, qui a été publiée en 2004, qui n'était pas très connue au moment où on a arrêté la vaccination obligatoire, montre que les enfants vaccinés avec le BCG ont une meilleure survie que les enfants non vaccinés avec le BCG. D'accord ? C'est la survie, la probabilité de survie. Et ça ne s'est pas explicable uniquement par la protection contre la tuberculose. En fait, ces auteurs-là, c'était des auteurs danois essentiellement, se sont rendus compte que le BCG pouvait protéger non seulement contre la tuberculose, mais contre d'autres problèmes de santé, notamment des infections générales, des voies respiratoires par exemple, voire autre chose. On a vu aussi une relation inverse entre des allergies, mesurées ici par ces anticorps-là, et l'induration avec le test cutané. L'induration qui peut être induite par la tuberculose elle-même ou par le BCG. Et on voit bien que le BCG peut protéger contre les allergies. Donc en effet, on a des effets non spécifiques, bénéfiques de certains vaccins, et c'est essentiellement des vaccins vivants, comme le BCG, comme le polio buvable. Aujourd'hui, l'OMS envisage de remplacer le polio buvable par le polio injectable, qui n'est pas un vaccin vivant. Le buvable est vivant, l'injectable n'est pas vivant. D'accord ? Le buvable vivant, il a des effets bénéfiques autres que protection contre polio, que l'injectable n'a pas. Donc, il n'est pas exclu que quand on fait le remplacement de ce vaccin buvable par le vaccin injectable, qu'on voit une augmentation de mortalité liée à autre chose que la polio. Donc vous voyez, c'est complexe, hein. C'est des choses qui doivent faire intervenir tellement de choses différentes que c'est très difficile de faire cette décision. Bon, pour terminer, il faut que je vous parle de sous, parce que ça, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Pour vous donner une idée, d'accord, la recherche dans les laboratoires, dans l'Institut Pasteur ou ailleurs, pour la découverte d'un vaccin, à l'échelle du laboratoire, à l'échelle de l'animal, c'est quelque chose entre 1 et 2 millions d'euros, à peu près, on va dire, okay, en moyenne. Si vous passez de l'animal à la phase 1, donc avec une dizaine de sujets par groupe, par exemple, il faut qu'on ait 3 ou 4 groupes, eh bien là, ça coûte de 1 à 5 millions d'euros. Donc le passage de la souris ou du singe, du babouin par exemple, à l'homme, on va passer de quelques centaines, voire 1,2 million à jusqu'à 5 millions d'euros. D'accord ? Ça va encore, vous allez me dire. Après, quand vous faites des phases 2, là, vous passez de 2 à 20 millions d'euros. D'accord ? Et quand vous passez des phases 3, le chiffre n'est pas connu. Pourquoi il n'est pas connu ? Parce que ça dépend des vaccins. Donc, il y a des vaccins où vous pouvez faire une phase 3 avec 2000 sujets, d'autres vaccins où vous avez besoin de 100 000 sujets. D'accord ? Mais généralement, on peut dire que c'est quelques centaines de millions d'euros. On estime que pour développer un nouveau vaccin tuberculose, de A à Z, de là jusqu'à là, il faut à peu près 800 millions d'euros. Alors c'est beaucoup, mais si vous mettez face à face au coût de la tuberculose en Europe, qui est de 5,5 milliards par an, donc avec le coût
de 5,5 milliards par an, avec le coût de la tuberculose par an, vous pouvez développer 6, 7 vaccins. D'accord ? Voilà. Je vous remercie et si vous avez encore un peu d'énergie, je suis là pour répondre aux questions.